Et on s'intéresse donc sur Médiacité à des enjeux locaux, des enjeux qui sont souvent dans l'ombre des médias nationaux, un peu trop parisiens à notre goût. Et donc on rencontre régulièrement des membres d'Anticor dans les villes où nous sommes présents et implantés, qui sont Lyon, Lille, Toulouse et Nantes. On va passer donc 2 heures ensemble, hein. Une première heure d'interview, on va appeler ça comme ça, avec nos intervenants. Et puis ensuite, on passera le micro dans la salle pour une séance de questions-réponses avec vous. Je vais vous présenter donc nos intervenants. Isabelle Saporta, que certains doivent connaître, vous êtes journaliste, on peut dire même enquêtrice peut-être. Vous avez publié un certain nombre de livres, alors je vais en citer quelques-uns. Vino Business, qui a été une plongée dans le monde, dans nos bouteilles et puis dans l'entre-soi du Bordelais notamment, qui vous a valu quelques inimitiés dans le secteur. Des procès, ouais, surtout. Et des procès. Ouais. Vous êtes aussi l'auteur du livre noir de l'agriculture, et je pense qu'on reviendra sur le thème de l'agriculture à la lumière de la loi alimentation et agriculture qui a été votée récemment. Et puis aussi, vous avez publié l'an dernier Du courage, en finir avec ces trahisons qui nous tueront. Ça, c'est le sous-titre dans lequel vous abordez le poids des lobbies. Guillaume Courty, donc rebonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Lille 2. Vous êtes spécialiste des lobbies et vous avez publié un certain nombre de livres. Je vais en citer quelques-uns. Donc le dernier en date s'appelle Le lobbying en France, invention et normalisation d'une pratique politique. Et vous avez publié il y a quelques mois dans Le Monde une tribune intitulée La Macronie, terre des lobbies, point d'interrogation. Il y a un troisième intervenant qui aurait dû être avec nous, qui s'appelle Sébastien Barle et qui s'excuse auprès de vous. Il n'est pas venu ? Non, il n'est pas venu. Au train, lui aussi. Je sais pas. Non, il s'excuse pour des raisons personnelles, il ne peut pas être avec nous. Mais je voudrais quand même signaler l'initiative qu'il a cofondée avec d'autres et qui s'appelle Vigilob, Agir contre les lobbies, qui est à l'origine d'un manifeste co-signé par des élus, des journalistes, des lanceurs d'alerte et aussi des citoyens, tout simplement. Et donc c'est une initiative qui vise à donner du pouvoir d'action aux citoyens concernant la problématique et la problématique des lobbies. Voilà. On attaque. Alors, Jean-Christophe Picard m'a un peu piqué l'idée de l'accroche de l'ouverture, parce que je voulais aussi attaquer forcément avec l'actualité récente et la démission de Nicolas Hulot. Mais alors, je vais quand même utiliser ce prétexte pour entrer en matière. Voilà ce qu'a dit Nicolas Hulot, si je retrouve mes fiches, voilà. Donc au micro de France Inter, j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité, donc dans le bureau d'Emmanuel Macron. C'est symptomatique de la présence des lobbyistes dans les cercles de pouvoir, c'est un problème de démocratie. Ce lobbyiste, c'est un certain Thierry Coste, qui a acquis depuis septembre une notoriété un peu plus forte que... Il était connu des cercles initiés, mais on va dire qu'il a une notoriété presque publique maintenant. Ce monsieur Coste est créateur d'une agence, Lobbying et Stratégie, au moins il ne se cache pas derrière d'autres mots. Il défend les intérêts des chasseurs, de la ruralité, on lui doit la réouverture des chasses présidentielles, en tout cas il s'en glorifie. Moi j'ai peut-être une question toute bête pour commencer, pour définir un peu ce qu'est un lobbyiste. Est-ce que ce Thierry Coste incarne finalement ce qu'est un lobbyiste? Est-ce qu'il est représentatif? Vous commencez ? Guillaume Courty. Bon, oui. Je commence parce que comme dans le dernier ouvrage, j'ai mis un encadré qui répond à la question. Il est le plus représentatif de ce que les médias nationaux considèrent comme étant un lobbyiste. Il est absolument pas représentatif des lobbyistes puisque les deux associations professionnelles ont refusé son adhésion. Donc déjà, il y a un premier élément qui est que pour les journalistes, il est très le bon portrait. Il a les yeux clairs, il n'hésite pas devant les caméras à prendre une arme, il a un franc-parler, il dit ouvertement « je manipule les élus ». Et ça, pour un professionnel du lobbying, c'est un truc qui est quand même assez grossier, quoi. Alors, à quoi on reconnaît un lobbyiste, du coup, si c'est pas Thierry Coste? Ce que je trouve génial, je sais pas si ça m'a... Oui, si. Ce que je trouve génial, c'est que vous dites, en fait, celui-là, c'est un faux parce qu'il dit trop clairement ce que font vraiment les autres, en fait, c'est ça? Je dis qu'il est marginal dans cette population de professionnels qui est quand même hyper diplômée, hyper parisienne, très marquée par son passage politique, par sa compétence politique, alors que lui, en négatif de tout ça, il a
pas de diplôme et il s'en flatte comme étant une marque de légitimité auprès des milieux ruraux. Il a un passé plus qu'obscur, avec des organisations. Vous avez cité son cabinet conseil, mais c'est que très très récemment que son cabinet a pignon sur rue et dont on a les comptes. Moi, pendant 10 ans, j'avais strictement rien sur lui, si ce n'est la presse qui disait c'est le lobbyiste le plus puissant de France. Donc il y a énormément d'écrans de fumée, il sait super bien faire sa com, mais c'est pour ça que je dis que c'est certainement pas le lobbyiste le plus représentatif, parce que les lobbyistes les plus pros, certes ils montrent leurs exploits pour avoir des clients, mais ils le font pas quand même à la manière de Thierry Coste. Alors justement, beaucoup de lobbyistes ne se définissent pas comme lobbyistes, ou en tout cas n'utilisent pas ce terme-là. Qu'est-ce que ça signifie? Alors quel terme ils utilisent déjà, Isabelle? On parle parfois de directeur des affaires publiques, de directeur de communication institutionnelle, etc. Qu'est-ce que ça signifie finalement ce jeu sémantique de toujours vouloir échapper au mot lobby, au mot lobbyiste? Alors ils ne cherchent pas toujours à y échapper. Le lobbyiste, c'est une étiquette qu'on leur colle dessus très souvent. Alors eux, pour une part d'entre eux, ils y sont quand même pour quelque chose, puisqu'ils ont créé en 1992 une association qui s'appelle l'Association française des conseils en lobbying. Immédiatement après, pour neutraliser un petit peu le trouble que ça a provoqué, ils ont dit « et en affaires publiques ». Et le terme affaires publiques apparaît dans la langue française au moment où Sciences Po change un de ses cursus de formation qui s'appelait service public, qui devient affaires publiques, au même moment où des cabinets conseils disent qu'ils interviennent au nom de tout le monde et font des affaires publiques. Et donc cette période des années 90, c'est une période de bascule, si vous voulez, un peu sémantique, excusez-moi du terme. On refait l'ancien monde avec de nouveaux mots. Alors lobbyiste, c'est le nouveau mot qu'on accole sur des métiers hyper classiques. Un directeur général d'organisation professionnelle, un permanent d'une association, il ne faut pas attendre les années 90 pour que ça existe. Et dès qu'ils commencent à avoir une action pour des intérêts qu'on trouve un petit peu trop marqués du saut du grand capital, ou qu'ils ont une activité de conseil, ce qui est une nouveauté radicale. C'est vraiment, pour moi, c'est la révolution de la vie politique, c'est l'arrivée des conseillers consultants en lobbying, alors qu'avant, ces métiers de tradition, des DG, des SG, des présidents d'associations, eux, ils s'appelaient représentants d'intérêt, officiellement. À partir de quand vous datez cette évolution-là? La bascule, elle se fait elle est entraînée par les alternances. De 86, 88, puis après ça 92. Et là, la machine à refaire du neuf, a vraiment tourné à plein régime en inventant cette étiquette que eux refusent, même s'il y a un moment, ils ont dit oui, ce qu'on fait, c'est du lobbying. Et puis le piège, vous voyez, sémantique tourne sur tout le monde. Les derniers que j'ai vus, c'est les grosses ONG environnementalistes qui, elles, avaient un autre très très subtil vocabulaire, c'est du plaidoyer. On est chargé de plaidoyer. Et à force de mélanger les termes de affaires publiques, plaidoyer et autres, aux États-Unis, c'est les deux faces du lobbying. Affaires publiques et plaidoyer. On fait du plaidoyer quand on plaide devant, vous l'avez signalé, votre président, quand on est en audition au Parlement, on plaide. Et quand on est donc advocacy aux États-Unis, et quand on est en situation, au contraire, de marchandage, négociation avec les pouvoirs publics, cette fameuse question de qui gouverne, on négocie, on marchande, on réécrit le texte. Là, on n'est plus en advocacy, on est en affaires publiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment les mains dans les affaires publiques. Ces deux faces, en France, ça a partagé un petit peu les cavaliers blancs, les cavaliers noirs. Aujourd'hui, la machine à nettoyer, elle met tout le monde. Et les grosses ONG, en 2012, étaient là à dire très très timidement, on fait des affaires publiques. Maintenant, officiellement, elles ont des chargés de relations institutionnelles. Et quand elles disent officiellement, elles font du plaidoyer, elles retirent le micro et elles disent on fait du lobbying. Merci. Est-ce que ce mot de lobby, de lobbying, n'est finalement pas qu'un mot neuf pour des pratiques très anciennes? Vous avez signalé les associations, on pourrait aussi rajouter les syndicats, des groupements professionnels, etc. À partir de quand commence le lobbying? Et pour prendre quelque chose de concret, dans le monde de l'agriculture, par exemple, que vous connaissez particulièrement bien, la FNSEA, par exemple, lobby ou pas lobby? La Confédération paysanne, c'est un lobby également? Bon, pour moi, il y a c'est mon tropisme de gauchiste, hein, sûrement, mais si vous voulez, pour moi, il y a une vraie différence entre, au fond, ceux qui se battent pour l'intérêt de tous, c'est l'intérêt public, et ceux qui se battent pour des intérêts privés. Donc c'est peut-être un peu, moralisateur, mais je pense que c'est quand même la ligne de démarcation. Et quand vous prenez la FNSEA, par exemple, c'est vrai qu'à partir du moment...
La FNSEA, c'est un syndicat. Pour moi, le syndicat, effectivement, voilà, alors, je ne sais pas si vous voulez qualifier de lobbyisme. Moi, je ne suis pas professeur de sciences politiques, donc je ne me permettrai pas, vous voyez, de revisiter les catégorisations. Mais moi, le problème de la FNSEA n'est pas son rôle de syndicat. Moi, le problème de la FNSEA, c'est la pieuvre que c'est devenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la FNSEA, c'est à la fois, effectivement, le syndicat majoritaire, c'est à la fois ceux qui sont présents dans quasiment toutes les chambres d'agriculture, c'est ceux par qui, si vous ne passez pas, vous n'obtenez pas de terres de la part de la SAFER, c'est-à-dire ceux qui distribuent les terres, c'est ceux qui sont hyper majoritaires dans toutes les coopératives agricoles. Les coopératives agricoles, vous avez vu la difficulté de faire passer cet amendement qui était au fond de dissocier la vente des produits pesticides du conseil pour les produits pesticides. Moi, mon problème, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a d'un syndicat? Non, c'est pas un syndicat. Aujourd'hui, c'est une espèce de machine qui tient l'agriculture française et qui, effectivement, fait gagner plus d'argent, au fond, à vendre des pesticides qu'à faire une agriculture vertueuse. Donc, le problème, pour moi, il est là. Maintenant, moi, je vais juste vous raconter une anecdote. Là, je ne suis pas mécontente de moi parce que vous avez parlé de Vino Business et effectivement, le grand châtelain que j'avais dénoncé dans ce livre, Hubert de Boire de la Forêt, qui m'a valu 2 procès assez retentissants, qui a fait qu'il a fait une plainte au pénal. Quand vous faites une plainte au pénal vis-à-vis de la presse, c'est parce que vous voulez dire que j'ai été mise en examen, puisque la mise en examen est obligatoire, donc ça permet de salir un peu le journaliste. Je vais vous dire comment ça se passe. Quand vous attaquez un mec comme ça, qui pèse aussi lourd que ça, vous vous retrouvez non seulement avec un procès, et effectivement avec une kyrielle d'avocats parisiens très, comment dire, ayant pignon sur rue, et vous vous retrouvez aussi, ça c'était quand même la première fois de ma vie que ça m'arrivait, avec Stéphane Fuchs, le patron de Havas Worldwide, qui s'occupe de la communication de crise de ce monsieur. Et donc, Havas, qui est la première agence de lobbyistes de France avec un secteur lobbying de 100 salariés. Hein, c'est ça. Ouais. Et donc, dirigé par coup, Stéphane Fuchs. Voilà. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec cette espèce de machine à broyer qui va partout en disant ce n'est pas une journaliste, elle n'a pas fait son travail, c'est de la merde, etc., etc. Partout. Donc, et vous voulez dire qu'il y a eu un lobbying anti-Saporta dans les milieux parisiens, c'est ça? Après, ils vont voir tous les médias dans lesquels on pourrait parler de ce que vous avez fait, en disant vous pouvez regarder, s'il vous plaît, juste regardez ce que vous rapporte la publicité du vin. Regardez. Et regardez dans ce que vous rapporte la publicité du vin, ce que vous rapporte la publicité du Bordelais. Et réfléchissez avant d'écrire sur ce tout petit livre qu'on n'a pas du tout envie de voir émerger. Et donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand on se pose la question de qu'est-ce que c'est, faut surtout se poser la question de la violence de ces gens. De la violence, en fait, qui sont prêts à mettre en œuvre pour écraser ceux qui sont prêts à s'ériger contre leur magouille, quoi. Faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire, voilà. Et donc, si vous voulez, voilà. Mais là où il faut tenir bon, c'est que qui vient d'être mis en examen pour prise illégale d'intérêt? Voilà. Donc, comme quoi, faut jamais lâcher. C'est tout. Alors, je viens à la question de cette table ronde qui est comment les lobbies font la loi. On va peut-être prendre des exemples très concrets, mais peut-être avant de rentrer dans un ou deux exemples, quelles sont les méthodes utilisées et à quel moment un lobby intervient dans la fabrique de la loi? Guillaume Courty. Alors, ils interviennent logiquement, systématiquement, toujours en amont. C'est pour ça que Nicolas Hulot a été extraordinairement surpris et choqué de voir que, alors que quand on discute avec le président de la République sur une décision à l'Élysée, le dossier est logiquement plié, on lui faisait revenir dans la pièce des personnes qui n'ont plus leur place quand on est vraiment à la phase décisionnelle. On oppose, si vous voulez, dans le processus démocratique d'élaboration de la loi, tout ce qui est de l'ordre du consultatif, de l'ordre du délibératif. Et toutes les activités de lobbying, qu'on va essayer, si vous voulez, de décrire rapidement, peuvent trouver leur place dans le consultatif. En revanche, au moment du délibératif, la porte se ferme, c'est comme un tribunal, c'est comme un jury. La souveraineté du tribunal, du jury et des décideurs fait que personne ne peut être présent. Essayez de faire rentrer quelqu'un dans l'hémicycle, vous allez voir le scandale démocratique que ça suscite. J'ai connu, ayant fait ma thèse sur les transporteurs routiers, le scandale de faire rentrer un téléx dans l'hémicycle. Alors c'était, vous comprenez, une époque où on ne faisait pas rentrer des téléphones portables, c'était sur un TVA sur le gasoil, ça a fait un scandale dans le monde et ça a vraiment fait un séisme dans le microcosme parlementaire. Donc ça, c'est ça le process. Quand en revanche on est
avec un intervenant qui reprend le dossier une fois que tout le monde a parlé, là on est en contravention manifeste avec énormément de règles de protocole, de règles organiques pour le cas français, pour le cas bruxellois. Dans ce process de consultation, qu'est-ce qu'on peut faire? La grande norme, c'est on écrit. On envoie des mémos, on fait ce qu'ils appellent des position papers, c'est comme ça un métier du conseil, on parle énormément un slang qui va de l'anglais à l'anglais. On écrit jusqu'à certains articles de loi ou on préécrit la loi, on l'a préécrit, mais on l'a préécrit également souvent sous commande des pouvoirs publics. C'est-à-dire que là, il faut aussi parfois comprendre que les pouvoirs publics sont en situation de dépendance à l'égard de ces personnes. Je vous donne un exemple en campagne présidentielle, puisque vous avez cité la plateforme d'Anticor. En campagne présidentielle, lors des primaires, ce ne sont pas les lobbyistes qui vont chercher les candidats, c'est les candidats qui vont chercher les lobbyistes pour dire « filez-moi des idées ». Et donc là, le processus de fabrique, il est complètement inversé. Et je propose dans le bouquin de changer notre conception de la loi, qui est que le processus consultatif, il est souvent instrumentalisé par les politiques qui viennent leur dire « filez-moi des trucs ». Sur les amendements, quand il y en a 60 qui sont signés en même temps, il y a 4000 amendements sur un texte. La bataille parlementaire, elle a lieu par amendement. Pour avoir un amendement, le plus simple, c'est qu'on vous le file clé en main. Il servira souvent à rien. Ça peut surprendre et choquer de façon éthique. Il sert juste à court-circuiter la machine, à faire de l'anti-parlementaire, du blocage parlementaire, etc. 4000 amendements, vous voyez, il faut les pondre. Hein. Alors quand vous n'avez pas 3 assistants qui vous font, nous on les connaît parce que les assistants nous racontent, vous changez juste la date d'entrée en vigueur, donc déjà vous avez écrit 365 amendements avec 1. Donc 365, ça ne fait pas lourd pour bloquer la machine. Il faut monter à 4000, 6000 pour faire de l'obstruction parlementaire. Donc là, vous cherchez un autre truc, et puis vous avez une Orga Pro, elle vous file il faut que la molécule soit de 36,1, 36,2, etc. Donc voilà, la production, elle est écrite très très largement. Et comment on en est arrivé là? Par manque de moyens de la part des parlementaires qui n'ont pas assez de collaborateurs, ou tout simplement par solution de facilité, j'allais dire, parce que la responsabilité, là, elle est bien du côté des élus, du législateur, et non pas des lobbyistes qui finalement font leur boulot, même si alors, les collaborateurs, c'est le fond de leur métier. Bizarrement, c'est une idée assez souvent répétée que le lobbying est la façon de combler le déficit en personnel du personnel politique. On le dit surtout à Bruxelles, c'est complètement faux. C'est au moment où on a inventé tous les postes de collaborateurs politiques qu'on a inventé le lobbying. Avant 1975, il n'y a aucun collaborateur politique. Les parlementaires n'ont personne pour travailler. Ils ont leurs femmes. C'est pas de François Fillon dont je parle. Hein. Ils ont leurs femmes. Ils ont parfois leurs enfants quand ils ont fait des études de droit. Et ils ne les rémunèrent pas. À partir de 1975, ils ont une enveloppe pour le faire. Les cabinets des collectivités locales se créent à partir des années de la décentralisation. Bref, la machine politique a créé des postes de collaborateurs à profusion. Il y a 2000 assistants parlementaires sur Paris. Alors là, la carence, non. En revanche, la juridicisation, excusez-moi le mot, il est un peu, de la vie politique. Le fait qu'on anticipe toujours les contentieux, qu'on anticipe toujours le fait que si le texte n'est pas conforme aux droits de cette branche, la technicité de la vie politique fait qu'ils ont de plus en plus besoin de ces personnes qui sont très souvent juristes, formés à la science politique pour connaître les mécanismes, économistes, et ils leur font des textes. Les Américains appellent ça de la politique précuite. On file le plat, il est prêt à être mangé. Passer au micro-ondes. Une des autres méthodes utilisées, ce sont les expertises scientifiques. On a le glyphosate a encore été un nouvel exemple de cet outil-là. Il y a des débats à n'en plus finir entre experts scientifiques que les uns amènent face à ceux des autres. Vous, Isabelle Saporta, vous parlez de la fabrique du doute. C'est quoi comment ça fonctionne la fabrique du doute? Alors c'est même pas moi qui en parle, c'est effectivement ce sont des chercheurs qui sont montés au créneau en disant c'est quand même effarant sur tous les sujets vraiment d'importance et de santé publique, sur les perturbateurs endocriniens, sur le glyphosate, sur toutes ces questions-là. En fait, l'industrie agrochimique, mais comme avant celle du tabac, ne joue que sur une chose, la fabrique du doute. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un chercheur expose une recherche scientifique en disant voilà, on peut prouver que le glyphosate est cancérigène, machin, etc., etc., on dit ah non, mais pas vraiment, parce que regardez, etc. Regardez ce qui s'est passé avec Gilles-Éric Serralini, qui a été traîné dans la boue, comme rarement on a été traîné dans la boue pour toutes ces recherches sur les OGM, où au fond, on a quand même réussi à faire dépublier
une de ces recherches qui avait été publiée dans une revue pourtant un comité de lecture qui l'avait validée. Il a suffi que rentre dans ce comité de lecture un ancien de Monsanto pour que, comme par hasard, on considère que le travail de Gilles Serralini n'était plus possible. Et puis après, toute la machine qui est au fond, regardez, ces rats, ils n'avaient pas le bon âge, ils n'avaient pas le bon poids, c'était pas la bonne race. Enfin, il y a toujours quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, dans le grand public, parce qu'il y a aussi, il faut voir, là, vous avez tout à fait raison, c'est que c'est quand même... On touche à la bataille de l'opinion, en fait. Oui, c'est exactement, c'est la bataille de l'opinion, c'est que ce sont des sujets toujours d'une extrême technicité. C'est-à-dire qu'au fond, quand vous avez juste la trouille face aux pesticides, on a juste la trouille, on est tous comme ça, etc. Sauf que après, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous explique, non mais là, tu vois en fait, ils disent ça, mais la question c'est plus compliqué que ça. Et donc le temps de déployer le contre-argumentaire, si vous voulez, la contre-vérité est déjà passée. Hein. C'est un peu comme face aux lepénistes, au fond, le temps de dire quelque chose qui frappe en plein cœur et qui dit ah ouais j'ai vraiment la trouille, et le temps de le déployer en disant non mais alors attends je vais t'expliquer, vous voyez, la contre-vérité est déjà passée. Donc leur force c'est ça aussi. Et par ailleurs moi quand même, alors, je m'excuse, je vous ai empêché de parler, vous non. Et par ailleurs tout à l'heure vous disiez très justement c'est pas la question du manque de personnel politique. Par contre en sciences oui. C'est-à-dire que par contre, dans la recherche publique, moi je me rappellerai toujours de ce pauvre chercheur que je ne citerai pas parce que vraiment je pense que c'était pas entièrement de sa faute, hein, mais quoi qu'il en soit, on avait fait une enquête avec des copains journalistes sur les petites fioles du petit déjeuner, vous savez, qu'on boit pour bien grandir, plein de probiotiques. En fait, on s'était rendu compte que les probiotiques qui étaient présents, voilà, c'est ça, que les probiotiques qui étaient dedans étaient les mêmes utilisés pour faire grossir les porcs plus rapidement dans les élevages industriels. Donc on va peut-être faire plus bien grossir nos enfants que bien grandir. Et donc du coup on était allé voir l'industriel en question en disant mais quand même c'est quand même les mêmes probiotiques pour faire grossir les cochons. Alors et le mec nous a dit bah écoutez, allez voir monsieur machin à l'INRA. Et donc je vais voir monsieur machin à l'INRA. Je me suis dit, quand même puis bon, le mec est très sympa, hein, mais je me dis mais quand même monsieur machin de l'INRA, pourquoi, qu'allez-vous faire dans cette galère? Et là il me regarde, il me dit vous voyez tous ces gens qui travaillent ici? Vous voyez, voilà, toutes les recherches. Bon, bah écoutez, voilà, il y a 20 ans, la dotation que me donnait l'INRA me servait à payer tout le monde. Aujourd'hui, elle me permet juste, et là, il actionne l'interrupteur, à payer l'électricité. Donc, effectivement, j'ai pas fini de faire des ménages pour les industriels, même si ça ne me plaît pas beaucoup. Donc, on est là-dedans. Donc, le lobbying profite de la faiblesse, de l'affaiblissement des pouvoirs publics. Là, ah, bah ça, c'est certain. C'est certain. Dans cet exemple-là. Ouais, il y a aussi une autre possibilité pour comprendre le phénomène, c'est que ils utilisent une des faiblesses quasiment génétiques de la politique, qui est de toujours prendre parti. Et ils le font en instrumentalisant la science. Mais ils font exactement comme font les partis politiques. Simplement, ils le font de façon peut-être pour nous plus choquante parce que ça n'est pas enrobé d'un discours programmatique. Mais je vous prends un exemple. Il y a un dossier que j'ai suivi, c'est le dossier que j'appelle le dossier saumon. Je ne sais pas si Isabelle Saporta l'a vu passer. C'est les polémiques entre les Nord-Américains et les Européens sur quel est le meilleur saumon d'élevage. Bien sûr, chacun a instrumentalisé les recherches pour dire que c'était le nôtre. Ce qui fait qu'au bout de 20 ans, plus personne à Bruxelles ne sait en quel chercheur il faut avoir confiance. Et la direction générale de la Commission européenne a décidé de geler le dossier. Pendant ce temps-là, je crois que c'est le Premier ministre du Danemark qui a présenté ses excuses à ses citoyens pour avoir validé par son gouvernement des enquêtes qui pipotaient les résultats pour être compétitifs par rapport aux Américains. Le dossier saumon a 20 ans. Aujourd'hui, vous voyez fluctuer le prix du saumon, vous voyez le nombre d'étiquettes qu'on vous met sur le saumon pour vous dire vous pouvez le manger, alors que le taux de consommation a chuté à chaque fois qu'il y avait une nouvelle polémique dans la presse. Et les cabinets de lobbying que j'ai été rencontrés par entretien disent on s'est fait autant instrumentaliser par le politique qu'on a essayé d'instrumentaliser, c'est-à-dire que tout le monde se retourne en se disant mais il faut arrêter ces conneries, excusez-moi. Plus personne ne sait comment ça. Qu'est-ce qu'il faut manger, quoi. Je reviens justement aux élus, aux politiques. On a parlé de ces parlementaires qui font trop appel aux lobbyistes. On a aussi des parlementaires qui s'érigent. Alors peut-être sont-ils moins nombreux, mais certains tentent de combattre les lobbyistes. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire et est-ce qu'ils sont nombreux justement ces parlementaires? On a quelques exemples en tête d'autres anciens ministres de l'Environnement qui ont démissionné aussi avant Nicolas Hulot. Il y avait eu le cas de Delphine Batho. Ouais.
Est-ce qu'ils sont entendus? Écoutez, moi, ce que je trouve très dangereux avec le discours à bas bruit, et là je vous rejoins entièrement, souvent tenu par les politiques, de dire au fond on ne peut pas faire autrement. Au fond, la raison, c'est de faire ça. Et c'était très bien dit dans votre papier du Monde. C'est qu'au fond, vous expliquiez que maintenant, la Macronie triomphante, en fait, disait la raison, c'est d'être du côté des lobbies. Ces gens-là sont efficaces, hein, et c'est comme ça que ça marche et on va plus vite. Donc, si vous voulez, le problème du truc à bas bruit, de la politique, de dire au fond, on ne peut pas faire sans, c'est comme ça, c'est plus efficace, et plus, rajouter par-dessus le chantage à l'emploi, c'est-à-dire, vous allez quand même pas commencer à enquiquiner l'industrie agroalimentaire qui pèse tant de centaines de milliers d'emplois, tant de centaines de milliers de chiffres d'affaires, millions de chiffres d'affaires, etc. Vous laissez ça, sauf que c'est pas vrai. On voit bien que quand les politiques connaissent leur dossier, eh ben, ils ont un bon jugement, que au fond, quand vous avez des gens vertueux qui bossent, ça marche, et on fait avancer les lignes. Donc si vous voulez, moi, ce truc de dire « Ah non, ils n'ont pas d'autre moyen que d'être pieds et poings liés », je trouve ça atroce. Maintenant, c'est vrai qu'ils racontent d'énormes conneries. Là, l'autre jour, pardonnez-moi d'être grossière, l'autre jour, je me retrouve sur le plateau de 28 minutes chez Elisabeth Quint, là, avec Michel Crouzet, là, qui vient de faire pourtant le rapport parlementaire sur la malbouffe, l'industrie agroalimentaire, en disant il faudrait quand même les taxer, etc. Donc moi, je m'attendais à avoir une passionnariat de la bonne bouffe en face de moi, et je me retrouve face à quelqu'un d'extrêmement, comment dire, pour pas être désagréable. Enfin bon, tout en beaucoup plus cool vis-à-vis des lobbies que ce que j'attendais. Et je l'entends asséner contre-vérité sur contre-vérité, c'est-à-dire commençant à dire si le Nutri-Score, vous savez ce truc de couleur du professeur Herzberg, le patron du programme national nutrition santé, A est rouge, l'aliment n'est pas bien, E est vert, il est bien, et en fait ça a été tout un pataquès qui a duré des années pour qu'au fond, enfin, il soit possible de le mettre de façon facultative. On rêve hein, quand même. Le Nutri-Score, par exemple, enfin, ou l'abandon du Nutri-Score, c'est une victoire du lobbying. Ah ben oui, ça c'est évident. C'est-à-dire que, et alors, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école, et par ailleurs c'est un cas d'école de tous les côtés. C'est-à-dire qu'effectivement les industriels ont là encore proposé clé en main un autre système complètement illisible qui du coup, quand vous avez un Coca-Cola par exemple, il est vert pour le sel et pour le gras. Et ben, c'est sûr, il n'y a que du sucre, hein, donc il peut être vert pour le sel et pour le gras. Bon, mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, elle commence à dire non, mais le Nutri-Score, par exemple, c'était très compliqué. Je fais ah bon, mais pourquoi c'était si compliqué? Bah, il n'y avait pas la place sur les emballages. Alors là, quand on y va à ce niveau de connerie, hein, si vous voulez que je voilà, c'est que moi, je veux bien qu'elle soit juste bête, hein, mais je ne pense pas, voyez, je ne pense pas que ces gens-là soient idiots. Une question, on parle beaucoup de parlementaires, de la fabrique de la loi, etc. Mais à une autre échelle, à l'échelle locale, à l'échelle des collectivités, quelle est la présence du lobbying, des lobbyistes? Alors je crois que l'immense majorité des lobbyistes sont à Paris ou en région parisienne, mais leur terrain de jeu, c'est la France entière. Donc. Alors, dans l'enquête que j'ai menée, je ne parlerai pas dans un autre périmètre, parce que sinon je pense qu'on est tributaire un petit peu d'a priori. J'ai suivi 717 lobbyistes pendant 15 ans. Ça fait une population assez dense, surtout qu'il y a 15 ans, d'abord personne ne s'y intéressait. Ensuite, d'officiels enregistrés au Parlement, il y en avait 300. Donc j'étais avec une population qui était entre 2 fois et 3 fois la population dite réelle. Ce qui fait que ça me permettait quand même de rigoler quand il y avait des débats dans la presse sur le mode « Ouais, il y a énormément de lobbyistes » et il y en a 350. Bon, alors, mais pour revenir à la question entre Paris et le local, le lobbying a une définition originelle qui vient des États-Unis, c'est de modifier la loi ou, après ça, on a été un peu plus général, tenter de modifier les normes. Ok, ça se fait quand même dans notre système politique, auprès des pouvoirs centraux. D'où, moi, ma population, 99% ont leur activité à Paris. Ils ont quand même découvert que le territoire France était un marché qui était potentiellement ouvert à leurs clients et qu'il fallait représenter ces clients et suivre leurs dossiers dans les territoires. Dans le même temps, les organisations type FNSEA ont des fédérations départementales et régionales. Ce qui fait qu'on voit un mouvement, quand je vous ai parlé de lessiveuses, il y a un mouvement énorme qui s'est mis à diffuser dans toute la France la catégorie lobbying pour dire désormais ce qu'on fait c'est du lobbying. Et ça, on le voit poindre partout. Sauf c'est une décentralisation du lobbying alors? Alors, c'est pas une décentralisation parce qu'on ne modifie pas la norme. Mais on doit avoir des relations continues avec les autorités locales. Ça, c'est une autre conception du lobbying, c'est avoir des relations mondaines, de l'entre-soi, être présent et pouvoir dire on se voit gratuitement et puis un jour, ça ne sera pas gratuitement. Je vous donne une anecdote. J'étais parisien
Parisienne. Je suis nommé à Lille, j'arrive à Lille et je suis nommé directeur adjoint de Sciences Po. J'arrive et je reçois une demande, est-ce que vous pouvez... invitation à l'opéra par la Poste. Donc moi je tombe de mon arbre de Parisien, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y vais, curieux, en plus le lobbying, je connaissais le DG de la Poste, c'est super affable, il a des missions hyper intéressantes d'éducation populaire haute, on discute, qui était présent? Le général des forces françaises, puisque l'état-major des forces françaises est à Lille, le président du Secours populaire, moi Sciences Po, un autre de la Cato, etc. En gros, ce qu'on appelle dans le vieux jargon sociologique les leaders d'opinion et la notabilité. Et c'était une opération sur le mode de c'est gratuit. Alors là, vous voyez, on est sur quelque chose qui va avoir un effet. C'est après ça pour ça que un Stéphane Fuchs arrive et puis flingue partout la crédibilité de la journaliste, c'est qu'ils se servent de leur entre-soi et de leur emprise sur le système politique. On a bien une emprise locale, mais le local et le national, parfois, c'est deux facettes. Je termine juste pour dire notre état aussi de méconnaissance, nous, en tant que chercheurs du phénomène. On a fait un colloque qui est devenu un bouquin sur, en gros, le lobbying au niveau local. On s'est aperçu qu'on n'y connaissait pas grand-chose. Et surtout, le grand mystère, c'est le financement de la vie politique par le trucage des marchés publics. Et là, c'est le noir du système politique. On commence à essayer de s'y mettre, sauf qu'on n'est pas magistrat, on n'a pas de pouvoir d'instruction, on doit récolter des données, et puis vous imaginez, nous, c'est même pas le journaliste. Le journaliste, à la limite, il peut trouver des alliés qui vont dénoncer des pratiques. Nous, quand on arrive avec sociologue, on est pris comme le gauchiste de service, et personne ne va dénoncer quoi que ce soit, on nous ferme la porte. Donc travailler sur ces sujets, c'est hyper chaud, quoi. Alors revenons à l'Assemblée nationale. Il s'est passé quand même quelque chose en décembre 2016, c'est le vote de la loi Sapin 2, qui, c'est la première fois en France qu'un texte législatif s'intéresse au lobby. Et ça arrive un petit peu tard, vu que les premières lois, les premières règles d'encadrement du lobbying à Bruxelles datent de 1995. Alors pourquoi aussi tard? Qui veut répondre? Pourquoi aussi tard? Parce que le mot est imprononçable dans le système politique pendant 20 ans. Je dis bien imprononçable. Moi, je le cherche partout, je le trouve dans la presse, je le trouve dans les salles de cours, je le trouve déjà dans la tête des citoyens ordinaires assez peu. Puis, année 2000, ça devient un mot du langage français. On se met à me parler de lobbying, alors que jusque-là, j'étais le seul à chercher ce que c'était. Et dans le système politique, personne n'en parle. Jusqu'à la bascule 2006, où un bouquin sort de deux journalistes, Constantine Ouzille, sur les élus et leur dépendance à l'égard d'un tas de trucs. Et le bouquin fait un relatif séisme avec une affaire qui scandalise en interne des élus. Pour la première fois, ils sont choqués, non pas de pratiques d'élus, mais ils ont trouvé le bon coupable. Et le bon coupable, ça s'appelle le lobbyiste, et celui qui les choque, c'est le représentant de la SACEM, qui est dans la mythique salle des colonnes où seuls les journalistes et les hommes politiques ont le droit de se rencontrer, et le représentant de la SACEM est flashé, pas par un radar, mais par un photographe. La photo circule partout et tout le monde dit « qu'est-ce qu'il fait là ?» C'est un peu le même cas que... La salle des 4 colonnes est interdite aux représentants du groupe d'intérêt. Hein. Ouais. Et à partir de là, des députés se saisissent de la question et se disent il faut qu'on réglemente au moins le schéma de circulation en interne. Vous voyez qu'on est quand même sur des sujets vachement chauds. Hein. C'est de savoir ils peuvent rentrer là, ils peuvent pas rentrer là. Mais le restaurant chez Françoise à côté de l'Assemblée nationale est parfaitement ouvert à tout le monde. Et puis quand même, Internet était en train d'être inventé. Il faut arrêter aussi de nous prendre pour des citoyens complètement naïfs, quoi. Donc 2009, première réglementation, on crée un badge, on demande de s'enregistrer pour rentrer dans les locaux. 2011, on crée un déontologue qui doit imposer aux parlementaires de déclarer leurs cadeaux, etc. Les parlementaires ne remplissent pas leurs cadeaux, ne déclarent pas leurs cadeaux. Ça veut dire juste je vous coupe là-dessus sur cette question des cadeaux, qu'on considère qu'il est normal qu'un parlementaire reçoive des cadeaux si on les au-dessus de 150 euros, il faut les déclarer. Au-dessus de 150 euros d'ailleurs de valeur. Ouais. Mais j'ai enquêté pendant 6 mois sur le courrier des parlementaires, j'ai pas vu non plus énormément de cadeaux. Il y a aussi du truc, c'est que les dessous de table haute, c'est pas le truc qui passe officiellement par la boîte postale de l'Assemblée. Les choses sont un peu plus subtiles. Quand il y en a, mais ça, on ne les voit pas. Je termine juste, si vous voulez, sur cette affaire de comment ça remonte. Donc 2006, un buzz à l'interne. 2009, ils croient régler le problème avec une réformette de modification des règlements des assemblées AN, Assemblée nationale, Sénat. Et puis arrive l'affaire Cahuzac.
Et puis arrive notre cher ministre qui a visiblement des problèmes avec ses déclarations d'impôts et qui a une phobie bureaucratique. Et arrive le rapport de la haute autorité, le tout sur le même bureau de François Hollande, avec un classement international de Transparency qui dit la France est 23e pays en taux de corruption. Et là, François Hollande est le premier héros de l'histoire, excusez-moi, j'ai rien ni pour ni contre, c'est le premier à dire il y a un problème avec le lobbying. Et il le fait dans sa déclaration de vœux, et il dit à Sapin, go. Et là, la France, qui était considérée comme un pays arriéré, qui était même incapable de faire du lobbying parce qu'on est infoutu d'avoir les Jeux Olympiques, on est mauvais à Bruxelles, etc., on devient le champion international de la loi qui est pratiquement la plus complexe, et on va pouvoir en discuter si vous voulez, pas la plus aboutie, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, mais qui est une loi, alors que beaucoup de pays n'ont même pas de dispositif législatif, qui crée un registre national pour toutes les affaires et pas uniquement dans une chambre, et qui crée un délit avec une peine et qui l'inscrit dans la pénalisation de la vie politique. Là, vous voyez, moi, il ne s'était rien passé pendant 25 ans, et en 2 ans, on bascule quand même dans quelque chose qui désormais fait qu'on peut en discuter publiquement. Et je termine, le dernier truc, débat parlementaire de la loi Sapin, il y a un parlementaire qui intervient et dit « Mes chers collègues, on peut employer le terme entre nous ?» Fermez le banc. Bon, cette loi n'a pas empêché les lobbies d'être à l'œuvre depuis. Et par exemple, si on revient sur la loi agriculture-alimentation, qu'est-ce que vous avez observé, vous, comme méthode utilisée par les lobbies ? Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous venez de dire, je m'excuse, je fais une toute petite digression, c'est qu'au fond, moi, ce que je trouve même un peu flippant, pour tout vous dire, c'est qu'au fond, plus on légifère, plus on essaye de quadriller les choses, plus on se rend compte qu'on ne quadrille pas les bonnes choses, si vous voulez. C'est ça qui est un petit peu flippant. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, sur la question des pesticides, à partir du moment où, pour les demandes, les autorisations de mise sur marché, ce sont les fabricants de pesticides qui fournissent les études, qui vont dire si oui ou non c'est dangereux ou pas, moi, je suis désolée, mais moi, personnellement, ça m'angoisse énormément. Quand c'est pareil, il faudrait un cabinet d'expertise scientifique. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait, et que la recherche publique soit autant dotée, pardonnez-moi, que ne le sont ces industries du médicament ou ces industries des pesticides. Et c'est quand vous allez voir des chercheurs indépendants qui vous disent, mais nous, le temps, en plus, il y a un truc de parano qui rentre là-dedans, mais je pense que vous allez me donner raison, parce qu'on a toujours raison d'être un peu parano, c'est qu'il y a une complexification des normes qui ne sert qu'aux gros industriels, et toi le temps que tu démêles tout ça, qui disent non mais ça c'était pas nécessaire, bon bah c'est pas grave, mais si vous voulez, donc là moi il y a un truc qui m'angoisse là-dessus énormément, c'est-à-dire pour les autorisations de mise sur marché, que ce soit des médicaments, que ce soit des produits pesticides, c'est l'industrie qui fournit les études nécessaires. Donc ça déjà tu peux faire ce que tu veux, si t'as pas une contre-recherche publique qui est capable de vérifier au fur et à mesure, on est foutu. Pour moi, hein, je veux dire, ça c'est déjà la première chose, non vous êtes d'accord, hein, qui est super angoissante. Après, on regarde jamais du bon côté, c'est-à-dire qu'effectivement, sur ces histoires de... Enfin, on regarde jamais du bon côté. Il faut voir la pression qui est faite aussi aux politiques. Moi, je vois bien sur la loi... Prenons la loi des États généraux de l'alimentation. Bon, États généraux de l'alimentation. Que c'était pompeux, que c'était dit pour dire qu'on allait tout remettre à plat, quoi. Bon. Déjà, rien que tu regardes ça, les États généraux de l'alimentation, c'est une idée du lot, d'accord ? Bon, poum, débarqué au bout de 3 semaines, il le file à qui ? À travers le ministre de l'Agriculture. Donc, Hulot a cette super idée, il le file à travers. Les ministres de l'Agriculture, alors, de tout temps, hein, ça, je m'excuse d'être aussi... bon, voilà, ça c'est mon truc de journaliste, moi je ne suis pas chercheur, donc j'ai le droit d'être plus à l'emporte-pièce. Bon, par exemple, pour le Nutri-Score, le FOL est monté au créneau 15 fois pour dézinguer le Nutri-Score, et il faisait pression sur qui ? Sur Marisol Touraine, qui était la ministre de la Santé de l'époque. Parce que voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans un monde idéal. Le ministère de la Santé serait plus fort que le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Et là, on en revient toujours à la responsabilité de l'élu qui choisit d'écouter finalement, de prêter son oreille davantage au lobby. Mais à sa décharge, quand vous avez des industriels qui vous disent, voilà, soit tu fais ce que je te dis, soit l'usine sera fermée, les emplois vont disparaître. Le chantage à l'emploi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Moi, je l'ai vu partout. Quand vous avez le grand groupe laitier, le fameux grand groupe laitier qui a été, qui s'est retrouvé dans des histoires de lait infantile contaminé, hein, voilà, qui dit, écoutez, là, vous arrêtez de nous faire chier parce que sinon cette usine-là, on la ferme. Qu'est-ce que je veux dire ? Moi, je trouve ça inacceptable, mais il faut entendre la pression qu'il y a en face aussi.
Hein, je veux dire, voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve, comme vous le disiez tout à l'heure avec beaucoup de justesse, dans des projets absurdes. Des projets absurdes, mais dont on vous dit, ils sont absurdes, mais ils sont créateurs d'emplois. Notre-Dame-des-Landes, là, le truc qu'ils sont en train de nous faire autour de la rocade de Strasbourg, qui n'a aucun sens non plus, ils vont nous dire la même chose. Ah, mais attendez, c'est des emplois, c'est machin, c'est truc, quand le BTP va, tout va. Voilà. Vous aurez Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, qui va monter au créneau en disant, il y a déjà un tiers, voire la moitié des agriculteurs qui gagnent 350 € par mois, vous voulez les agonir encore plus que ce qu'ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a ça aussi comme pression en face. Peut-être une dernière question avant de laisser la parole à la salle. À vous écouter, on en vient à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment un citoyen lambda peut agir face au lobby, peut aussi interpeller ses élus sur ces questions-là? On peut peut-être y répondre en regardant ce qui se fait dans d'autres pays, et j'allais dire peut-être aux États-Unis, en Amérique du Nord, où la question des lobbies, l'encadrement des lobbies et du poids aussi de ces lobbies est plus ancien. Comment aux États-Unis, au Canada, on essaye de réguler, de contrecarrer l'influence et le poids des lobbies? Alors, dans ces deux pays, il y a en effet une antériorité assez intéressante, avec un recul historique où on a énormément d'enquêtes, énormément de suivi. Pour le cas américain, qui est le premier cas qui a réglementé, on est quand même sur une autre planète. Parce que quand ils ont réglementé le lobbying, ils ont réglementé en même temps le financement de la vie politique. Et c'est quand même l'hypocrisie française qui est que depuis les lois de financement de la vie politique, on a retiré aux personnes morales la possibilité de financer les partis politiques. Ce qui fait que vous connaissez quand même tous les trucs qu'on aurait dû invalider, toutes les élections qu'on aurait dû invalider, si on suivait la commission de vérification des comptes, et qu'on n'invalide pas. Alors, c'est pour reprendre un peu un propos qu'Isabelle a énoncé, qui est que ces dispositifs, il ne faut pas leur demander d'avoir l'efficacité pour laquelle ils n'ont pas été conçus. Et la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est conçu. Aux États-Unis, ce n'est pas pour empêcher le financement. C'est pour faire que quand il n'y a pas publicité du financement ou publicité de l'action d'un lobby, on poursuit. C'est la transparence, là. Oui, c'est la transparence, mais avec quelque chose qui n'est pas, nous, notre autre forme d'hypocrisie, qui est qu'on a fait une loi Sapin pour, soi-disant, informer le citoyen. Et là, excusez-moi, je pense que vous êtes tous hyper intéressés par la vie politique, super. Mais les études de mes collègues, c'est de dire que dans la société française, l'intérêt pour la politique, c'est pas le truc que tout le monde partage le plus. Entre l'abstention et autres, il y a un désintérêt manifeste, il y a une remise en cause de la classe politique qui est globale, et donc en plus il y a une relative incompétence pour comprendre la vie politique qui est devenue technique, ce qui fait que faire une loi Sapin, c'est mettre le projecteur au mauvais endroit pour soi-disant informer le citoyen de ce qui se fait, alors que le citoyen sincèrement s'en moque. Et dans des papiers que j'ai fait depuis, on a été voir les ONG qui ont participé à la loi Sapin et on leur dit, mais puisque c'est pour informer le citoyen, qu'est-ce qu'ils vont chercher comme information sur vos sites? Et là, ils nous ont regardé en disant, ah bon, les citoyens, sur nos sites non, on n'a pas l'info, on ne suit pas ce que font les internautes. Donc eux-mêmes ne respectent pas ce cadre. D'où j'en viens à, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce type de loi? Si ce n'est pas informer le citoyen, est-ce que c'est moraliser ces métiers? Oui, ok. Mais alors dans ce cas-là, modèle canadien. Comment est-ce qu'on moralise? On crée une autorité administrative qui poursuit systématiquement dès que quelqu'un ne s'enregistre pas. Et les Canadiens ont inventé une loi qui est à la fois en province, comme ils disent, dans un État, et au niveau confédéral, avec des commissaires au lobbying, qui, dès qu'ils voient passer une information qui arrive dans le bureau d'un décideur et que cette information n'a pas un émetteur qui est enregistré, poursuite. Systématiquement. Et là, je vous assure que le Québec a plus de 6000 lobbyistes enregistrés, alors qu'en France, on est à 1648. Dernier effet. Il y a 7 millions d'habitants, ouais. C'est ça? Ouais, on est à plus de 62 millions en France. Donc voilà, moi je veux bien que la loi serve, mais il faudrait qu'on aille quand même jusqu'à peut-être, si toutefois le but de la loi est de moraliser cette pratique. Mais pour moi, il y a quand même un dernier truc, et c'est ce que Bruxelles est en train de débattre. Cette loi, elle doit servir de guide, d'aide, de répertoire aux décideurs. Or, la loi Sapin n'a pas été faite pour ça. Et à Bruxelles, ils sont en train de gentiment se combattre à nouveau la Commission contre le Parlement, contre le Conseil, sur le mode de le registre,
qui en enregistre plus de 11 000 lobbyistes à Bruxelles, doit obligatoirement être consulté par les décideurs avant de recevoir qui que ce soit, avec l'interdiction de recevoir quelqu'un qui n'est pas enregistré et dont les données n'ont pas été vérifiées. Là, on est dans le cas américain de départ, c'est-à-dire qu'on est là pour vérifier si tous les intérêts potentiellement à prendre en compte se sont ou non manifestés. S'ils ne se sont pas manifestés, on ne décide pas, on va chercher l'information auprès de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Là, je pense qu'on est dans un cadre de fonctionnement démocratique. Mais il faut arrêter d'avoir un registre qui soit une passoire et un truc dont personne finalement ne se soucie. Très bien. Merci. Je peux lui poser une question. Je suis désolée, je vous ai empêché d'applaudir. Il était hyper bon, hein, donc regardez-les. Non, mais moi j'ai une question, Benoît, à vous poser. C'est que, par exemple, si on prend les accords de multilatéraux qui sont en passe de passer, hein, et qu'on reprend toute la question des tribunaux arbitraux, comment alors? Je sais que c'est une petite digression, mais comment on va faire? C'est-à-dire qu'au fond, là, on se rend compte que demain, les multinationales pourront attaquer les États en disant « vous contrevenez à nos intérêts ». Là, on en est... Là, voilà, on fait quoi, là? Alors là, on en est à un phénomène... Je vous donne deux exemples, deux cas pratiques de la politique telle qu'elle fonctionne, et nous, chercheurs, journalistes, citoyens éclairés, on est dans l'incapacité de savoir ce qu'il faut faire. Premier cas, je finirai par le cas de l'international. Premier cas, le phénomène qu'on appelle aux États-Unis dans les années 40 le revolving door, que les Canadiens québécois traduisent par les portes tournantes, et que nous découvrons. C'est-à-dire, quand j'ai fait le papier dans Le Monde, là... Alors, non, mais dans l'autre sens. Et le revolving door, c'est les portes d'hôtel. Vous voyez, les portes à tambour. Nous, le pantouflage, c'était le public qui va dans le privé. Phénomène cadré depuis le 19e siècle, commission de déontologie, on vérifie, vous pouvez, oui, non, et ça bosse beaucoup pour vérifier ça. Sauf qu'on voit arriver un nouveau phénomène qui est l'arrivée dans le public de personnes qui viennent du privé ou de hauts fonctionnaires qui sont passés. C'est pas nouveau. Hein. Raffarin... Quelques exemples, le Premier ministre... Le Premier ministre qui est passé chez Areva. La conseillère de Macron agricole qui était dans une vitrine du vin, etc. C'est pas nouveau. Raffarin a dirigé le cabinet CRIF Consultant pendant 8 ans avant d'être Premier ministre. C'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est de voir ce phénomène complet. Or, juridiquement, on a réglementé une moitié de la circonvolution des portes, pas l'autre moitié. Et là, il y a, à mon avis, une vraie piste à explorer. Deuxième élément, c'est le jeu, la transnationalisation de la vie politique. On prend ce terme un petit peu compliqué. Vous allez nous parler de Manuel Valls. Non. Je vais vous donner un exemple. J'étais au Québec, 6 mois, et je bosse avec les étudiants, donc ils sont quand même de culture nord-américaine. Et on fait des Skype avec des consultants à Washington. Et je tombe à Washington sur un consultant que j'avais observé et je l'avais eu en entretien en France. Il était passé à Washington, donc déjà, c'est quand même hyper nouveau. Hein, des consultants français dont on considérait qu'ils étaient nuls en lobbying, qui deviennent... Il était dans un cabinet d'affaires avocat, il n'était plus lobbyiste, avocat à Washington pour traiter des contentieux en Europe sur des succursales françaises qui étaient piégées par le gouvernement polonais. Vous voyez le truc? Eh bien, voilà. Alors, où est-ce qu'on va? On va dans une délocalisation complète de l'action de certains grands groupes. Et là, il faut bosser avec, je ne sais pas si vous connaissez mon collègue Antoine Vauchez, qui est spécialiste des avocats et de la transformation du métier d'avocat. Moi sur les lobbyistes, lui sur les avocats, d'autres sur les instances internationales, les troisièmes sur ces scènes qui s'ouvrent à un moment où on fait un G8, un G7. Il y a énormément à revenir parce que l'action, elle n'est plus ni parisienne, ni bruxelloise, ni locale. C'est des jeux à 5 bandes qui sont en train de se jouer. Ça devient d'une complexité. Mais devant les étudiants qui était médusé, cet avocat ex-lobbyiste expliquait qu'il avait l'impression d'œuvrer pour défendre l'intérêt général des Français. Merci. Ça y est, vous pouvez applaudir.